Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Alors avant de commencer ce premier épisode d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, j'aimerais un peu qu'on revienne avec toi, Jérémy, sur la première saison, si on peut dire, de fréquence 9/3/4. Tes moments préférés, tes chapitres préférés ou ce que tu as pensé des retours de la saison 1. Bah ouais, ça fait, comme on disait au dernier épisode, ça fait bizarre d'avoir déjà terminé le premier en fait. Tom. C'est passé assez vite finalement parce que, bon après c'est comme on a dit, le premier livre il est assez court par rapport aux autres. Donc plus le temps va passer, plus en fait ça va mettre du temps d'arriver au bout d'un livre. Mais non, je suis assez content d'avoir terminé Harry Potter à l'école des sorciers. Après sur mes moments préférés, je sais pas trop. Moi c'est un livre que j'aime bien. Enfin vraiment, je pense que tous les Potterheads aiment ce premier livre. Ouais, c'est le livre un peu doudou, entre guillemets, c'est la découverte d'Harry Potter, c'est la première fois qu'on est plongé dans ce monde. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins de l'affection pour ce premier tome. Ouais, et la saga est tellement riche que même si c'est le premier, en fait, on a déjà des débats qui nous ont emmenés assez loin en fait dans la saga. Mais c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préméditation de la part de J.K. Rowling et beaucoup de liens qui se connectent au fur et à mesure. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une saga riche, c'est-à-dire que en relisant et en analysant un petit peu le premier livre, on est parti très loin parfois. Oui. Et voilà. Je sais pas, moi, sinon, s'il y avait un moment préféré, mais je pense que c'est lié à mon chapitre préféré, je pense, dans le premier livre, c'est le miroir du Riséd, parce que je trouve qu'à ce moment-là, c'est le moment où justement on comprend toute l'émotion en fait qu'il peut y avoir dans l'histoire. Et à quel point en fait la saga elle va traiter du manque, de l'absence, du deuil aussi. Mais tout ça en fait, tous ces thèmes-là avec beaucoup d'espoir. Et ça synthétise plutôt bien en fait la saga et voilà, j'aime beaucoup ce chapitre et j'ai adoré, je crois, enregistrer particulièrement cet épisode sur le miroir du Riséd. Et je sais pas, toi Marina, est-ce que t'as un moment préféré Moi ça va être un peu moins poétique que toi, mais j'ai toujours adoré la découverte sur le chemin de traverse. Ouais. Parce que tu t'imagines là au milieu de cette allée où il y a plein de sorciers, où tu découvres les boutiques de robes de sorciers, d'ingrédients pour les potions, de balais. Toi, tout le monde magique se réunit en une seule et même allée. Et c'est là où tu prends une bouffée de magie dans la face, si je peux dire, dans le premier tome. Et ouais, j'aurais tellement aimé être sur le chemin de traverse et découvrir tout ça autour de moi. Ouais, ce qui est fascinant, et ce qui est judicieux de la part de J.K. Rowling, c'est que, comme on l'a dit sans doute, c'est qu'on découvre tout en même temps que Harry. Oui. Donc en fait, c'est une écriture, c'est très simple dans le procédé, mais qui est redoutablement efficace en fait. C'est-à-dire que quand Harry il est émerveillé devant le chemin de traverse, nous on peut être qu'émerveillé aussi parce qu'on découvre le monde magique en même temps que lui. Et c'est en ça aussi que j'aime beaucoup ce premier livre. J'aime beaucoup partager le point de vue de Harry qui découvre la vérité au fur et à mesure. Oui, parce que même dans sa quête, essentiellement, on apprend les choses en même temps qu'Harry pour l'essentiel. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est quelque chose qui va rester. On va s'en écarter un petit peu du point de vue de Harry, mais vraiment un petit peu. Et ça va être un chapitre, par exemple. Mais la plupart du temps, on est dans sa tête, en fait. C'est particulièrement fascinant d'être dans sa tête dans le premier livre parce qu'il découvre tout. Il est dans la découverte, lui aussi. Et sinon, aujourd'hui, je pense qu'on peut l'annoncer. Est-ce que tu veux annoncer le nombre d'écoutes que l'on a atteint aujourd'hui, au jour de l'enregistrement? On est content parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. On a atteint les 100 000 écoutes. Et c'est quand même un cap assez cool. Et quand tu as commencé à faire le podcast Fréquence 9/3/4, tu pensais qu'on pouvait atteindre 100 000 écoutes? Pas aussi rapidement, honnêtement, on a vraiment de très très bonnes écoutes. Je suis assez étonné personnellement. C'est vrai qu'il y a le podcast un peu pour comparer, et le podcast on avait mis un petit peu plus de temps à avoir ce rythme de croisière là. Fréquence 9/3/4, vraiment ça a décollé tout de suite, et c'est pour ça que là ça fait quoi, ça fait à peine 5 mois qu'on a commencé, et atteindre les 100 000 écoutes je pensais pas honnêtement.
Et ce qui fait plaisir, c'est que les écoutes sont stables, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les gens attendent les épisodes. On voit qu'il y a un pic le week-end à la sortie, et il y a aussi un pic le lundi matin. Les gens, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent quand vous allez en cours ou au travail. Et vous êtes fidèles, et vraiment, on peut que vous remercier pour ça. Ouais, on s'attendait pas à ce que autant de gens nous écoutent parler d'Harry Potter. Et ce qui est hallucinant, c'est non seulement le nombre d'écoutes, les retours que l'on a, mais aussi que c'est transgénérationnel. C'est vraiment de l'enfant de 8 ans qui nous écoute à, je sais pas, 40, 50 ans. C'est incroyable et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a des choses à raconter et que vous réagissez, que vous trouvez ça intéressant, Enfin, sincèrement, j'arrive pas trop à me rendre compte pour le moment qu'on est tant écouté et que... Ouais. Je suis encore un peu sur un petit nuage, mais je m'en rends pas très compte. Ouais. Et encore, enfin, nous, on est contents à notre échelle parce qu'on n'a pas des prétentions des grandes écoutes de podcasts. On a un podcast de niche, on a un podcast de fans, en fait. Mais c'est vrai que même pour un podcast comme le nôtre, comme notre petite fréquence, comme je dis, c'est vrai que franchement, les chiffres nous font vraiment très très plaisir. Et donc, comme on l'a déjà dit, on fait pas un podcast pour juste parler entre nous, Marina et moi, mais aussi pour qu'on soit écouté et pour partager notre passion. Et pour le moment, ça fonctionne. Donc, on est ultra content et on espère que vous allez continuer à nous suivre dans l'aventure Fréquence 9 3/4 avec la Chambre des Secrets. Ouais, je pense qu'il est temps de retrouver Harry, qui, je crois, passe de très mauvaises vacances de son côté. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 1. Un très mauvais anniversaire. Alors en effet, la journée au 4 Private Drive commence par une dispute causée par un ululement sonore qui provient de la chambre de Harry Potter. Et ouais, ce ululement, ça vient d'une pauvre chouette qui est condamnée à passer ses journées et nuits dans sa cage durant l'été, parce que l'oncle Vernon sait bien ce qui arrivera quand on la laisse sortir, soi-disant. La dispute entre Vernon et Harry est interrompue par un rot sonore de Dudley qui veut encore plus de lard et qui ordonne à Harry de lui passer la poêle. Le jeune sorcier de mauvaise humeur répond à Dudley qu'il a oublié... Oh, attention, vous allez être choqués. Le mot magique. Et ouais, il n'en faut pas plus pour déclencher la colère des Dursley. Alors qu'Harry essaye de calmer la situation en disant qu'il voulait juste simplement parler d'un petit « s'il te plaît », mais non, c'était trop tard pour Vernon. Comment a-t-il osé prononcer ce mot et ainsi faire mention de son anormalité sous son toit ? Il est fort ce mot quand même quand il le dit, quoi. Et je veux bien que ça fasse mention à quelque chose qui n'est pas normal ou quelqu'un qui est... Mais il devrait pas exister ce mot, il est tellement... Mais dans la bouche de Vernon, il est méchant. Enfin, il est vraiment dégradant. Parce qu'en fait, Harry, on va oublier le terme anormal, mais dans tous les cas, Harry, ce n'est pas un garçon ordinaire. Petit rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de l'aventure. Bienvenue si vous arrivez à l'épisode 1 de la Chambre des Secrets. Harry est un sorcier qui vient de terminer sa première année à l'école de sorcellerie Poudlard. Et qu'est-ce que Poudlard ? Eh ben Poudlard, c'est une école où on peut apercevoir des fantômes, où on peut utiliser des passages secrets, on peut recevoir des courriers qui sont apportés par des hiboux. Et tout ça, évidemment, ça manque tellement à Harry qu'il en ressent une douleur permanente au ventre. Et les Dursley, à côté d'Harry, sont ceux que les sorciers appellent des moldus, des personnes qui ne sont pas dotées de pouvoirs magiques. Et ces moldus, particulièrement ces moldus, la famille Dursley, sont réfractaires à tout ce qui touche la magie. Alors Harry, une fois rentré chez eux pour les vacances d'été, a été contraint de ranger tout ce qui rappelle Poudlard dans le placard sous l'escalier, qui, avant, était sa chambre. C'est comme ça que Hedwige, la chouette d'Harry, se retrouve dans sa cage cadenassée pour l'été, afin qu'il ne puisse pas communiquer avec ses amis sorciers. Pourquoi c'est si important que ça pour Vernon que Harry communique pas avec d'autres sorciers? Je pense qu'il a peur du complot. Du complot? Ouais. Il a peur que Harry se plaigne et que d'autres sorciers viennent rendre visite à Harry, non? Ouais, je pense qu'il a peur de ça, il a peur de ce que Harry peut raconter. Par exemple, dans le tome 5, quand Harry reçoit toutes ses lettres pour utilisation de la magie, pète un câble Dursley parce qu'il arrête pas de voir des hiboux. Et il pète pas un câble pour ce que la lettre peut contenir, mais c'est surtout parce qu'il y a des hiboux dans sa maison et ça le sort directement de ses gonds.
Ouais, puis il a peut-être encore le traumatisme de l'année dernière. En plus d'être un sorcier, Harry est un être exceptionnel. À l'âge d'1 an, il avait réussi à survivre à l'attaque de Voldemort par laquelle ses parents sont décédés. De ce maléfice, Harry en a gardé une cicatrice en forme d'éclair. Personne n'a pu expliquer comment ce petit garçon a pu survivre à l'attaque du mage noir, tellement puissant que les sorciers n'osent pas prononcer son nom. Encore plus mystérieux, à l'instant où le mage noir a essayé de tuer Harry, les pouvoirs de Voldemort ont été détruits. Le survivant a été confié à sa tante, la sœur de Lily, sa mère. Et pendant 10 longues années, Harry a vécu dans l'ignorance du monde des sorciers. C'est le jour de son 11e anniversaire qu'il a pris la connaissance de sa condition de sorcier lors de l'envoi de la lettre du collège Poudlard. Toute la vérité lui fut révélée. Mais aujourd'hui, jour de son 12e anniversaire, Harry est loin de Poudlard et de ses amis. Et c'est un jour exceptionnel pour les Dursley. Pas parce que c'est l'anniversaire d'Harry, non, mais parce que les Dursley reçoivent à dîner un riche promoteur immobilier et sa femme, avec qui Vernon espère conclure la plus belle affaire de sa carrière, de vendeur de perceuses et autres machines à percer les trous. Là, on voit bien, pour la première fois dans Fréquence 9 3/4, mais ça va revenir en fait souvent dans Harry Potter, au début des romans, J.K. Rowling fait souvent un previously, quoi. C'est-à-dire un rappel de ce qui s'est passé avant. Et je sais pas si c'est vraiment utile, cette habitude à chaque début de roman. Ou est-ce que c'est une contrainte d'éditeur qui lui demande de faire ça si les enfants ils piochent un livre au hasard? Je me suis toujours demandé. Au hasard, ou si on a perdu un peu la mémoire entre la lecture de 2 tomes. Ouais, c'est vrai. Après, puis c'est pas très long. En vrai, en soi, ça passe assez vite à la lecture. Mais c'est vrai que là, quand on est fan et quand on relit, on n'apprend absolument rien et on est un peu on a envie que ça avance et puis en fait non, il y a toujours le rappel et encore là ça va, mais je crois que c'est pire dans le 3 en fait, j'ai l'impression que ou même dans le 4, enfin plus l'histoire s'étoffe, plus le rappel est un peu plus long. Je sais pas, je me suis toujours demandé si c'était J.K. qui tenait à faire ça ou si on lui conseille de le faire. Ouais, puis là, j'essaye de me rappeler dans d'autres sagas littéraires. J'ai l'impression que dans d'autres sagas littéraires, c'est parsemé en fait les petits rappels. Mais là, J.K., j'ai l'impression en fait, ce qui marque, c'est qu'elle fait d'un seul tenant le précédemment en fait. Après, franchement, quelque chose comme ça dans d'autres sagas littéraires, j'aurais bien aimé, par exemple. C'est vrai que des fois, quand tu lis le 2e tome et que, je sais pas, il y a 1 an ou plus qui s'est écoulé, des fois, c'est pas forcément facile de raccrocher les wagons. Et t'as pas forcément le temps de relire le précédent tome pour te rafraîchir la mémoire aussi. Bah ouais, voilà. Et ça existe en série, par exemple, hein, la petite bande-annonce au début qui te rappelle de ce qui s'est passé avant. Et là, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Ouais. Et tu vois, là, je continue encore de découvrir la saga La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Et lui, il fait pas du tout ça. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dans le 3e tome, c'est une trilogie, donc dans le dernier volet, il fait une référence, enfin un personnage fait une référence à ce qui s'est passé avant, mais bien avant. Et en fait, c'est tellement un détail et c'est tellement loin dans l'histoire que c'est la première fois que je vois ça. Il y a une note de l'éditeur NDE en bas de page qui rappelle ce que c'est, enfin qui fait mention en bas de page. En fait, en gros, il est question de ça dans le premier livre, etc. Et c'est la première fois que je vois ça, un éditeur qui met une note parce que les lecteurs vont pas s'en souvenir. Et effectivement, moi, je m'en souvenais pas. Il y a une autrice suédoise qui fait ça, une autrice, je ne sais plus son nom. De romans policiers qui fait ça aussi. En fait, elle a toute une saga avec la même héroïne romancière qui suit des enquêtes policières dans les pays nordiques. Et en fait, il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de tomes dans sa saga qu'elle fait souvent des rappels à voir dans le tome tant, quand Erika, etc. Elle fait des rappels à ses précédentes œuvres. Oui, La Princesse des Glaces et tous les autres livres. Parce que c'est Camilla Lackberg. Camilla Lackberg, ouais, c'est ça. Ou c'est une autre, je sais plus. Non, c'est Camilla Lackberg. C'est Erika, l'héroïne ? C'est la romancière qui revient dans le pays natal. Ouais, il me semble qu'elle s'appelle Erika, ouais. En tout cas, c'est l'héroïne de La Princesse des Glaces et je crois que c'est le seul que j'ai lu. Bah, c'est Camilla Lackberg, ouais. Mais surtout que ces livres-là, en fait, tu peux les lire indépendamment les uns des autres. Mais il y a toujours des petits moments de l'histoire qui te rappellent, en fait, parce que tu suis la vie d'Erika et de sa famille, et ils vivent tellement d'aventures que, en fait, quand ça ne parle pas de l'enquête en cours, ça parle de la vie d'Erika et en fait, d'où la référence à des précédents tomes.
Je sais pas si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont découvert Harry Potter par les livres, mais pas par le premier livre. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que on peut commencer par le 2 ou le 3, par exemple, et quand même tout comprendre à l'histoire. Est-ce que elle fait des rappels au point où c'est pas gênant d'avoir lu le premier livre pour vraiment vivre l'expérience, par exemple, de la Chambre des Secrets? L'expérience à 100%, je pense pas, mais est-ce que c'est une expérience quand même Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'ait offert, c'était encore un roman policier, mais une saga de Joe Nesbo. Et en fait, c'était le 3e tome et j'avais pas vu tout de suite et j'avais commencé à dévorer le livre. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était le 3e tome d'une saga. Et tu comprends l'histoire, mais t'as pas tous les éléments pour l'apprécier à sa juste valeur. Et ça manque pas mal. Et tu comprends plus de choses et t'apprécies d'autant plus la saga quand tu as lu les premiers tomes. Je pense que ça peut être pareil pour Harry Potter. Je pense que c'est apprécié de l'éditeur, ce qu'elle fait, J.K. Rowling. Et c'est apprécié de l'éditeur parce qu'ils se disent, s'il y a un enfant... Je pense surtout aux enfants dans ce cas-là. S'il y a un enfant qui prend le livre par hasard et qui commence à le lire, ça va être bienvenu, en fait, ce rappel, parce que, ah oui, Harry, il est dans une école de sorciers, tu vois. Alors, en plus, c'est vraiment écrit comme ça, hein, comme tu l'as résumé, hein. C'est, oui, il y a des passages secrets, tout ça, ah d'accord. Et pouf, on arrive à la suite. Et je pense qu'un enfant qui va pas être trop préoccupé par avoir les éléments à 100%, effectivement, je pense qu'il peut peut-être apprécier la lecture du livre, en fait. Ça peut être une porte d'entrée, même si c'est pas le premier livre, en tout cas. Après, en soi, c'est pas déplaisant à lire. On n'apprend rien de nouveau, mais c'est pas déplaisant. C'est pas redondant. Franchement, je sais plus, encore une fois, c'est un peu long dans le 3 ou dans le 4. C'est un petit peu plus long que ça, quoi. C'est vraiment genre, elle résume vraiment tout ce qui s'est passé avant, quoi. Je sais pas, j'ai relu le 3 il y a pas longtemps. Là, toi qui relis le 5 en ce moment, là. Ouais, mais j'ai pas lu le 4, je l'ai passé. c'est peut-être la coupe de feu. Hein. C'est peut-être la coupe de feu, c'est un petit peu... Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de passer au 5 parce que j'ai pas mal lu les 4 premiers et j'ai fait moins de relecture sur les derniers. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que j'avais envie de plutôt relire les derniers livres de la saga. Comme les films. Hein. Les 4 premiers, je les ai pas mal vus, mais les derniers, je les ai peut-être vus 1 ou 2 fois chacun. On peut commencer un marathon si tu veux. Ouais. Je vais poser des CP. Allez, on retrouve Harry chez les Dursley dans ce premier chapitre. Alors, pour être sûr que tout se déroule correctement pendant le dîner, Vernon fait répéter à tout le monde le déroulé de la soirée. À 8h précises, Pétunia sera dans le salon pour accueillir les invités, tandis que Dudley sera à la porte pour leur ouvrir. En prenant une voix maniérée et fausse, Pétunia est ravie et émue par son fils. Harry, lui, évidemment, il doit rester dans sa chambre sans faire de bruit, comme s'il n'existait pas. Bon, les Dursley maltraitent peut-être Harry, mais là, honnêtement, je préférais moi aussi rester dans ma chambre plutôt que d'assister à ça. Mais même quand on était ado et même enfant, on aurait préféré tout le temps rester dans notre chambre quand nos parents avaient des invités. Ouais, c'était gênant. Ouais, si. Si, c'était chiant. C'était pas forcément... Ça nous intéressait pas, les conversations, on n'était pas dedans, on faisait que manger et c'est tout, et limite s'endormir. Et tu demandais avec un regard insistant, « Je peux sortir de table ?» Donc Harry, il est pas chanceux, mais sur ce coup-là, un petit peu quand même. Vernon, lui, s'occupera de l'apéritif avant que Pétunia annonce que le dîner est prêt et que Dudley accompagne les invités à la salle à manger. Et Vernon force Harry à répéter qu'il restera dans sa chambre, etc., etc. On voit bien la mécanique de Vernon à ce moment-là, hein, qui perd pas en fait une occasion d'humilier Harry. C'est en ça que je trouve que c'est un sadique vraiment, parce que enfermer Harry et faire comme s'il n'était pas là, pour Vernon, c'est pas suffisant en fait. Son vrai plaisir, c'est de lui rappeler qu'il est indésiré dans la famille, en fait, qu'il est de trop. Et pour moi, c'est en ça que c'est un sadique, tu vois. Il va faire répéter Harry, il prend du plaisir à rappeler à Harry qu'il a rien à faire là, en fait. Je sais pas si on avait déjà eu ce débat, mais tu penses que Vernon, il déteste Harry à cause de ses pouvoirs magiques, ou même s'il n'avait pas ses pouvoirs magiques, il le détesterait? Ouais, c'est une bonne question, ouais. Moi, je pense que dans le caractère de Vernon, même si Harry n'était pas sorcier, ça serait entre guillemets moins pire, mais ça serait pas la joie non plus, en fait. Ouais, toujours la cinquième roue du carrosse, l'indésirable, je pense. Je pense faire sentir qu'il est accueilli, il est toléré, mais pas forcément le bienvenu, en fait. Je pense qu'il rappellerait quand même à Harry, même s'il était moldu, qu'il fait pas partie de la famille. Ouais, je pense, vu son caractère. Mais moi, je me demande même si Vernon, finalement, il s'ennuie pas
quand Harry est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il prend du plaisir quand même à le maltraiter. Et donc, je me demande, finalement, quand il est pas là tout le reste de l'année, est-ce qu'il s'ennuie pas, Vernon? Est-ce que je me demande si Dudley il se fait disputer, tu vois? S'il y a des crises de colère. Bonne question. Vient le moment de répéter les meilleurs compliments à faire pendant le dîner. Pétunia a l'intention de flatter Monsieur Mason sur le golf et sa femme sur sa robe. Les Dursley, des gens très sincères, qui répètent. Ils voient les livres dans leurs yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Et surtout que Pétunia qui prépare tout un compliment sur la robe de l'invité alors que elle a toujours pas vu la robe, tu vois. Et peut-être qu'elle viendra en pantalon. Ouais, peut-être. Ouh. Magnifique votre pantalon. Dudley, lui, il part complètement en freestyle. Et il a prévu de dire à Monsieur Mason qu'à l'école, il a écrit une rédaction sur lui qui avait pour thème son héros préféré. Alors c'en est trop pour Pétunia qui fond en larmes, et pour Harry aussi, qui cache son fou rire. Bon, si Monsieur Mason, il est pas aussi timbré qu'eux, je pense qu'il va trouver ça complètement ridicule. Non mais c'est tellement ridicule cette situation. Il vaut mieux dire à Dudley que c'est une mauvaise idée, plutôt que de fondre en larmes. Bref. Une nouvelle fois, Vernon demande à Harry de répéter qu'il restera seul dans sa chambre en faisant comme s'il n'existait pas. Vernon précise que de toute façon, les Mason ne connaissent pas son existence. Que c'est étonnant. La fin du stratagème consiste ensuite à séparer les femmes des hommes après le dîner pour que Vernon conclue son marché le plus vite possible avec Monsieur Mason. Et avec l'argent, les Dursley achèteront une villa à Majorque. Bah oui, parce que les femmes, les affaires, ça ne les regarde pas. Les affaires, c'est une histoire d'hommes. C'est ça. Les affaires sont les affaires. Elles vont boire leur petit thé, parler de leurs petites affaires pendant que les hommes concluent des marchés. Maquillage, coiffure, people. 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 P-I-P-O-L-E. Aujourd'hui, Vernon descend en ville chercher des vestes de smoking pour Dudley et lui, pendant que Pétunia fait le ménage, évidemment. La maison, elle se lave pas toute seule. Bah oui. Le ménage et la cuisine. Comme c'est un bel après-midi, Harry sort dans le jardin et il s'assoit sur un banc en chantonnant pour lui-même « Joyeux anniversaire ». Il pense à ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire ses amis Ron et Hermione. Mais a priori, eux, ils s'en fichent un peu parce que aucun des deux ne lui a écrit. Même Ron, qui lui avait pourtant promis de l'inviter chez lui pendant l'été. Harry, lui, évidemment, il peut pas les contacter car Hedwig est enfermée dans sa cage. Et bien sûr, il n'a pas le droit d'utiliser la magie, même si Harry, il a bien pris soin de ne pas en informer les Dursley. Parce que s'il savait, Harry il perdrait un avantage sur eux et il le forcerait peut-être même à rester enfermé dans le placard avec ses affaires. Je pense que je suis d'accord avec Harry, je suis sûr qu'il le ferait. Et c'est un moyen aussi pour Harry de faire peur à Dudley en marmonnant des formules magiques sans aucun sens s'il l'embête ou simplement pour s'amuser. Mais bon, il faut dire que face à l'ignorance de ses amis, Harry, il a perdu goût à faire des farces. Le monde des sorciers lui manque tellement qu'il aimerait bien voir Drago aussi, histoire de s'assurer que toute l'année précédente a pas été juste un rêve. Alors tu sais qu'il existe une théorie comme quoi tout se passerait dans la tête d'Harry. Et qui sera en HP. Ouais, je la connais. Qui sera en HP et qu'en fait, les Dursley seraient ses parents et Dudley son frère. Ah non, je savais pas que ça allait aussi loin que ça. Je crois que c'est ça qu'il est en HP et que vraiment les Dursley, ça serait ses parents et son frère Dudley. Ouais, puis il y a la phrase de Dumbledore dans Les Limbes qui dit évidemment que ça se passe dans ta tête, mais pourquoi ça voudrait dire que tout ça n'est pas réel? Donc du coup, les gens ils se sont dit mais oui, c'est un rappel. Ça n'aurait aucun sens. Non, cette théorie ne fonctionne pas. C'est même pas qu'elle fonctionne pas, c'est-à-dire que si elle fonctionne sur tout, en fait, genre oui, ceci n'est qu'un rêve, bah oui, et ça fonctionne sur toutes les histoires que tu connais, mais c'est pas tant que ça fonctionne pas, mais c'est juste que ça serait inintéressant, ça raconterait rien en fait. Même si Poudlard manque cruellement à Harry, il faut quand même rappeler que l'année scolaire n'a pas été de tout repos. Et qu'en fin d'année, Harry a dû faire face au meurtrier de ses parents, Lord Voldemort. Pour la deuxième fois, heureusement, il s'en est tiré de justesse, mais le duel a laissé des traces, et Harry fait souvent des cauchemars sur Voldemort. Donc là aussi, encore un rappel. C'est assez judicieux dans l'écriture parce qu'elle fait pas tout d'un coup, c'est pas d'un bloc. C'est-à-dire que il y a un rappel, hop, il se passe quelque chose dans le présent. Contrairement à ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Non mais là ça va parce que je trouve que c'est plutôt bien amené. Mais c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais là je trouve que ça se digère plutôt bien. Tu peux faire un rappel de ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'était vraiment l'opposé de ce que tu viens de dire.
Non, mais disons que... Enfin, on peut trouver ça agaçant, mais il y a quand même des respirations dans ses rappels. Dans ses pensées, Harry regarde la haie d'un air absent, mais soudain, il se lève d'un bond. Il aperçoit dans la haie 2 énormes yeux verts. Mais Dudley s'approche au même moment et Harry perd de vue l'apparition. D'une petite voix moqueuse, Dudley il dit à Harry qu'il sait quel jour on est. Harry, avec la répartie qu'on lui connaît, il se moque de lui en le félicitant de connaître enfin les jours de la semaine. On voit bien l'impertinence du Harry des livres. Ouais, j'aime beaucoup personnellement. Mais évidemment, Dudley, il veut parler de l'anniversaire d'Harry. Et il le provoque en demandant pourquoi il n'a pas reçu de carte et s'il a des amis, je cite, dans son école de zigoto. Ça me fait trop rire, zigoto. Voyant que Harry fixe toujours la haie, il lui demande pourquoi. Et Harry lui répond qu'il pense à la meilleure formule magique possible pour y mettre le feu. Dudley, il commence à paniquer, et Harry dit n'importe quoi d'une voix féroce avec des abracadabras ou encore de la baffe de crapaud. Dudley, il part en courant rejoindre sa mère, et Pétunia est furieuse. Pour punir Harry, elle le fait travailler toute la journée. Alors apparemment, les châtiments corporels sont pas vraiment une limite non plus chez les Dursley, parce que Pétunia s'est dit qu'elle a failli abattre sa poêle sur la tête d'Harry. Une poêle, ça fait pas mal. Hein. Oh. C'est juste... C'est comme si on tapotait sur la tête. Ah oui, c'est ironique. Donc non, Pétunia, apparemment, elle donne des coups de poêle sur la tête d'Harry. Voilà. Sous un soleil cuisant et devant Dudley qui lèche des glaces, Harry doit donc nettoyer les carreaux, laver la voiture, tondre la pelouse, tailler et arroser les rosiers et les massifs de fleurs ou encore repeindre le banc. En une journée, bravo. Ouais. L'employé du mois. Enfin plutôt l'esclave du mois. À 7h30 du soir, Pétunia libère enfin Harry. Il doit entrer dans la cuisine en marchant sur les journaux. J'ai connu ça. Voilà, Pétunia a préparé un immense gâteau et un gigot est en train de cuire dans le four. Mais bien entendu, tout ça n'est pas pour lui et Harry doit se contenter de 2 tranches de pain et d'un morceau de fromage. Je pense qu'il est assez mal nourri quand même, Harry. Bah ouais, parce que là, pour le coup, 2 pauvres tranches de pain et un morceau de fromage... C'est pas un repas. C'est pas un repas, hein. Ils sont où les 5 fruits et légumes par jour? Et je me demande aussi, Dumbledore, il pouvait pas envoyer une petite beuglante pour appeler aux Dursley de nourrir au moins correctement Harry? Est-ce qu'il est au courant que Harry est mal nourri aussi? Est-ce qu'il est au courant de l'étendue du désamour des Dursley à l'égard d'Harry? Est-ce qu'on se pose pas à chaque épisode la Oui, question c'est vrai. Est-ce que Dumbledore sait? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Ouais, non mais oui. Puis aussi peut-être leur signaler que c'est pas leur esclave. Mais encore faut-il qu'ils le sachent. Et puis, effectivement, mais bon, il y a plein d'espions normalement qui surveillent Harry, donc... Madame Fig, par exemple. On peut imaginer Madame Fig qui voit Harry bosser toute la journée et de dire à Dumbledore, sous un soleil cuisant, elle a fait travailler le pauvre Harry toute la journée, quoi. Bon, après, elle est pas là non plus pour voir ce qu'il mange. Le temps presse et Pétunia lui demande de se dépêcher. En rejoignant sa chambre, Harry aperçoit Vernon et Dudley en veste de smoking et son oncle en profite pour le menacer une dernière fois si jamais il fait le moindre bruit. Dépité et plus seul que jamais, et tandis que les invités arrivent, Harry rejoint sa chambre à l'étage, il ferme la porte et il se dirige vers son lit. Sauf qu'un petit problème se présente à Harry. Quelqu'un est déjà assis sur son lit. Ouh. Merci à toi, Jérémy. Merci, Marina. Mais de rien. You're welcome. Ooh, thank you, dear. Et c'est le moment de la rubrique Renomme le chapitre. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Alors, si je devais renommer le chapitre, ça serait Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 1. Le survivant tente de survivre aux Dursley. Ouh. Alors moi, c'est peu original. Ça fait référence à ce qu'on a dit précédemment, justement. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 1. Précédemment, dans Harry Potter. Oui, c'est un peu ça. Hein. Parce que honnêtement, dans le récit, il se passe pas grand-chose, en fait. Oui. Hein. Donc c'est plus une introduction qu'autre chose. C'est ça. Et une toute petite introduction. Oui, non, rien. Parce que honnêtement, dans les actions qui se passent,
tout ce qui se passe dans le chapitre 2, elle aurait pu le mettre dans le chapitre 1, mais encore une fois, c'est un choix de sa part ou une demande de l'éditeur, mais de commencer en douceur, en fait, et de faire un rappel, et puis il se passe pas grand-chose, et voilà. Mais c'est un chapitre quand même, donc un épisode de Fréquence 9 3/4. Et pour la première fois dans Fréquence 9 3/4, on propose une mini-rubrique en plus que le renommage de chapitre, c'est le meilleur personnage du chapitre, en tout cas notre personnage préféré pendant ce chapitre. Alors c'est un peu comme renommer le chapitre, hein. Ça peut être sérieux, enfin ça peut être argumenté comme ça peut être une grosse bêtise, quoi. De l'humour de Zigoto. De l'humour de Zigoto. Et enfin voilà, dites-nous si ça vous plaît ou si vous trouvez ça anecdotique. Mais voilà, c'est Histoire 2. Et donc Marina, enfin je sais pas, est-ce que si tu devais choisir un personnage, ton personnage préféré dans le chapitre, il y en a pas beaucoup, hein, c'est vrai, donc c'est peut-être un chapitre un peu à part. Bah on l'a teasé, on l'a pas vu, mais on peut quand même choisir un personnage qui n'est pas présent mais qu'on a évoqué. Ouais, si tu veux. Ouais. La robe de la femme de l'homme d'affaires. Franchement, je pense qu'elle est super belle et je pense que ça peut être un vrai personnage et elle a un vrai rôle à jouer pour l'avenir des Dursley et j'ai vraiment hâte de la voir. On peut penser aussi à la robe de Pétunia, parce qu'elle a une robe couleur saumon. Ah oui, aussi, ouais. Je pense qu'il y a un duel de robes là pendant le dîner. Et toi, Jérémy, quel est ton personnage préféré ? Bah en fait, moi, je le donne déjà à Dobby pour le jumpscare en mode je te regarde creepy dans la haie, tu vois. c'est déjà mon personnage préféré, tu vois. J'aurais mis de la bombe lacrymo sur tout ça. Et c'est parti pour la volière. Et nous avons un hibou sonore de Sarah. Bonjour Jérémy et Marina. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre podcast parce que vraiment c'est un de mes moments préférés de la semaine et j'adore vous écouter. C'est toujours très agréable de réfléchir avec vous sur Harry Potter. Alors j'avais 2 questions concernant l'école des sorciers, 2 interrogations qui sont un peu liées. La première, c'est quelque chose qui a toujours été un peu flou pour moi. En fait, je me demandais si Dumbledore était au courant que Quirrell voulait voler la pierre philosophale. Et donc du coup, est-ce que Rogue, en essayant de dissuader Quirrell, agissait sur ordre de Dumbledore ou est-ce qu'il agissait de son plein gré ? Voilà, ça a toujours été un peu flou pour moi. Et ma deuxième interrogation, c'est donc que vous l'avez dit il y a quelques épisodes, lorsque Hermione et Harry ont rendu Norbert aux amis de Charlie, ils ont laissé la cape d'invisibilité en haut de la tour d'astronomie. Et un chapitre plus loin, quand Harry revient de sa retenue, il retrouve la cape d'invisibilité avec un mot écrit dessus, le mot « au cas où ». Et donc on peut supposer, voire même affirmer que c'est Dumbledore qui lui rend la cape. Mais donc à ce compte-là, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'il lui rend la cape avec ce mot ? Est-ce qu'il veut que Harry aille sauver la pierre philosophale ? Mais dans ce cas, s'il sait que c'est Quirrell, pourquoi est-ce qu'il prend pas simplement des mesures pour éloigner Quirrell de la pierre ? Et s'il sait pas que c'est lui, c'est encore pire parce que ça veut dire qu'il jette Harry dans les bras d'un sorcier inconnu. Et donc voilà, je me posais ces questions, donc j'espère que vous pourrez y répondre. Merci. Merci beaucoup Sarah pour ton hibou sonore. Alors c'est vrai que ça recoupe des questions qu'on s'est posées tout au long de la relecture du premier et à vrai dire en fait on n'a pas tellement de réponses. On vous tiendra au courant de l'entretien qu'on aura eu avec J.K. Rowling et on prendra note de ces questions pour lui poser. Exactement. Parce que en fait c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que Dumbledore savait. En plus, c'est une phrase que j'ai déjà dit, je crois, dans cet épisode. Mais le seul élément de concret qu'on a, en fait, c'est que Rogue soupçonnait Quirrell et qu'il en a fait part à Dumbledore. Et là, en fait, c'est une scène qu'on va revivre bien plus tard dans les Reliques de la Mort. Je sais pas si tu t'en souviens, Marina, mais quand Harry plonge dans les souvenirs de Rogue qui vient de mourir, dans le récit du prince, le chapitre, il y a une discussion entre lui et Dumbledore, c'est ça, sous forme de flashback en fait, et Dumbledore demande à Rogue de garder un œil sur Quirrell. Donc Dumbledore, enfin, je veux dire, il a des soupçons au minimum. Bah, il a des soupçons, oui, et il sait qu'en tout cas que Rogue en a. Mais ça s'arrête là en fait. Donc après, on peut tous imaginer.
C'est-à-dire que est-ce que Dumbledore savait que c'était Quirrell? Ça semble quand même difficile à croire, parce que sinon, pourquoi pas le virer, tu vois, ou pourquoi pas le combattre? Et par contre, est-ce que Dumbledore voulait que Harry cherche la pierre? Là aussi, c'est une question qu'on s'est posée. Parce que, comme on l'a dit, ça fait partie des intentions de Dumbledore, c'est que Harry il soit dans l'apprentissage en apprenant par lui-même, mais au point d'aller chercher la pierre, au point de se mettre en danger mortellement, moi j'ai du mal à le croire quand même. Je pense qu'il y a des choses qui échappent à Dumbledore. Mais encore une fois, ça recoupe Nos ce débats qu'on a dit. précédents, ouais. Ouais, mais on souhaitait quand même mettre ton hibou sonore sur l'antenne, Sarah. Merci beaucoup. Un hibou d'Alex qui dit « J'adore votre podcast et j'ai écouté tous les épisodes, ceux du podcast aussi, et ça m'a fait découvrir les podcasts. Du coup, pourriez-vous me donner des noms de podcasts drôles et intéressants? Par exemple, 2 heures de perdu. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa de vous écouter tous les week-ends. » Bon, je sors mon catalogue podcast iTunes. Je crois qu'on avait... On avait déjà répondu à cette question aussi sur un peu plus tôt dans la... Ouais, je crois. Après, drôle, à part 2HDP, j'en écoute pas tellement de drôles. Alors pour ceux qui écouteraient Fréquence 9 3/4 mais qui écoutent pas trop d'autres podcasts, comme c'est le cas d'Alex, faut quand même savoir que 2 heures de perdu, c'est le blockbuster. Ouais. Je pense que c'est le podcast le plus écouté de France, ouais. je pense. Et en indépendant en tout cas. Ils ont déjà fait 3 fois le Bataclan. Le Bataclan, des enregistrements en public. Un autre podcast qui l'a fait, un podcast détente, divertissement et humour, c'est le Floodcast. Toi, tu l'écoutes pas? Ouais. Moi, j'avais parlé de Parlons Péloche, mais... Ah, Parlons Péloche, ouais. Ouais, bah en plus, Parlons Péloche, où c'est le cinéma comme... Le cinéma, genre comme par genre. Ouais. Et c'est vraiment très drôle. Parlons Péloche, c'est pas mal du tout, effectivement, si vous aimez le podcast sur les films. Donc, ouais, 2HDP, Parlons Péloche. Et bah oui, j'ai dit le Floodcast, moi j'aime beaucoup. Alors en fait c'est un podcast sur les invités en fait qui sont dans le podcast, hein. Donc il y a pas de thématique en soi. Présenté par Flaubert et Adrien Méniel. Donc ouais. C'est des noms que je pense qu'on a tous croisés à un moment donné. Dans Golden Moustache notamment. Mais voilà, ils sont ultra drôles et j'adore vraiment. C'est pour penser à autre chose et vraiment rigoler tout seul dans la rue avec ses écouteurs, c'est c'est nickel. Et aussi, si vous voulez continuer sur des podcasts littéraires et si vous êtes fan ou bien non de Stephen King, il y a le très bon podcast aussi Le Roi Stephen, où un épisode parle d'un livre de Stephen King. Et moi, c'est vrai que j'aime bien l'univers de King, mais j'accroche pas tellement à la lecture. J'ai jamais réussi à accrocher à un livre. Et grâce à l'équipe du Roi Stephen, bah, je connais les histoires de Stephen King et je l'apprécie d'une autre manière, en fait. Donc, je vous invite à écouter, c'est très bon. Et je pense que la dernière fois, on avait aussi parlé de Charles et Mathias, qui ont 2 podcasts inspirés de faits réels et Le Bureau des Mystères. Et donc là, si vous aimez les histoires, les mystères, eh bien voilà, ce sont des podcasts. C'est un podcast en duo sur les 2. Et voilà, nous on aime beaucoup, on les suit depuis pas mal de temps. Et voilà. Et donc ça, je pense qu'on en avait aussi parlé. Et pour la musique aussi. Alors ça fait un moment qu'ils sont pas fait d'épisode, mais Plaisir coupable. Ah. C'est génial. En fait, ils font un classement des musiques de la plus coupable à la moins coupable. Et en fait, avec des invités différents, et à chaque épisode, c'est un thème différent. Et le classement bouge avec... en fait, chacun présente sa musique coupable, en fait, et explique l'histoire derrière cette culpabilité. Et j'adore le test aussi, c'est de se dire, quand tu écoutes cette musique, et si tes écouteurs se débranchent dans le métro, est-ce que t'assumes ou pas? Et parfois, quand j'écoute des musiques dans le métro et tout, je me dis, oh, si les gens écoutaient ce que j'écoute actuellement, est-ce que j'assume? Et la plupart du temps, c'est non. Ouais, c'est un bon podcast, ouais, c'est un bon concept. Ouais. Bon, j'écoute énormément de podcasts, donc je peux vous conseiller sur d'autres classements, mais pour l'instant, c'est ceux qui ressortent. Il y a Distorsion, il y a encore PO, 20 minutes avant la fin de Fréquence Moderne aussi, il y a Nuit Blanche aussi, il y a... Distorsion sur l'étrange aussi. Ouais. C'est des mystères de l'ère numérique, en fait. C'est des mystères, des disparitions, des crimes, des théories du complot qui ont des preuves numériques, en fait. Et il y a toute une réflexion sur les réseaux sociaux. Et par exemple, les enquêtes qui sont menées aujourd'hui grâce aux preuves numériques. Donc, c'est super intéressant. Et sur le même thème,
Donc là, c'est un podcast de radio, c'est pas un podcast, ce qu'on appelle un podcast natif, c'est-à-dire que c'est un podcast qui passe, enfin, c'est une émission qui passe d'abord à la radio puis qui est disponible en podcast. C'est Affaires sensibles sur France Inter. Ouais. Et j'avoue que j'ai complètement accroché. On avait un long trajet en voiture et je me suis fait plein d'épisodes d'Affaires sensibles. Patrice Drouel, mais elle nous transporte. C'est la meilleure voix de radio. C'est incroyable. C'est ma voix préférée, il me semble. Ouais. Elle est géniale. Vous voyez bien que le podcast, on en consomme en enregistrant, mais aussi dans notre vie de tous les jours. On est des grands fans. C'est ça, c'est qu'il y a tellement d'émissions qu'on aimerait avoir plus de temps pour en écouter plus. Quoi. Limite, on pourrait faire une émission que de podcasts, enfin de parler de podcasts, de recommander, de recommandations. Évidemment, ça existe. Hein. On vous invite à chercher un petit peu, mais il y a Podcastorama, je crois que Podcastéo a aussi un podcast comme ça. Le Podcaster, je crois que ça n'existe plus. Ah bon ? Ouais, je sais pas, peut-être, pardon, je sais pas, ça se met plus à jour sur mon téléphone, mais c'est peut-être... mais voilà, il y a aussi des podcasts sur les podcasts. Ouais, mais justement, il y avait le podcast qui avait été recommandé par le Podcaster, généralement. Par Manon, du Podcaster. Et Manon, qui est aussi dans Plaisir coupable. Oui. C'est la même Manon. Tout est lié, c'était une grande famille, le podcast. Bon, nous, personne nous connaît, mais... Et si, on a eu quand même quelques contacts avec certains amis de podcast. Allez, un dernier message de Dale Estelle, qui nous dit « Coucou la fréquence 9/3 /4, ça fait un moment que je voulais revenir sur le déluminateur, mais je zappe à chaque fois. À chaque fois qu'il est appelé Été Noir, c'est par le narrateur, dans le tome 1, ou les personnages, tome 5 et tome 6. En revanche, la première fois où il est appelé Déluminateur, c'est par Dumbledore lui-même dans son testament. Pour moi, comme c'est sa propre invention, il est le seul à en connaître le vrai nom et il le donne dans son testament. Été Noir est en réalité utilisé par ceux qui ne connaissent pas l'objet et qui d'ailleurs pensent qu'il se contente d'éteindre les lumières, alors qu'il a d'autres fonctions. Ensuite, concernant le miroir du Reset, j'ai toujours pensé qu'Harry le trouvait dans la salle sur demande en fait, et que du coup, il avait découvert cette salle sans le savoir, dans un moment où il avait peut-être besoin inconsciemment de voir ses parents. Il les voit pour la première fois à ce moment-là en plus. Voilà pour ma vision. C'est intéressant sur le déluminateur, parce qu'on en a parlé dans Fréquence 9/3 /4, ça fait quelques épisodes de ça, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que le mot, en fait, on avait dit que le mot changeait en français et en anglais, et qu'on comprend pas trop pourquoi, parce que ça s'appelle un été noir, et paf, ça s'appelle un déluminateur. Et c'est intéressant en fait ce que nous dit DLSL, parce que est-ce qu'elle a pas raison en fait, parce que est-ce que c'est pas le terme de Dumbledore, sauf que les personnages le savaient pas, et que pour le coup le narrateur avait aucun, même s'il est omniscient, pour le coup il était pas obligé d'utiliser le vrai terme, tu vois ce que je veux dire ? Enfin voilà, je trouve que ça se tient en fait et que c'est intéressant. Carrément, je suis bien d'accord avec toi. Alors après, sur le miroir du Reset qui se trouverait sur la salle sur demande, T'as une opinion là-dessus, Marina, ou pas ? Non, elle est dans une salle de classe. Ah, ouais, non. Pour moi, c'est tu pas. Tu t'es jamais posé la question ? Non. Toi, ouais, je crois que ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais là, pour le coup, moi, je trouve que ça colle pas, en fait. Parce que pour ouvrir la salle sur demande, il faut passer devant 3 fois en pensant à ce dont on a besoin, et la porte apparaît. Et pour moi, ça colle pas parce que Harry, il passe pas 3 fois devant, tout simplement. Et 2, s'il a besoin de quelque chose à ce moment-là, pour le coup, ça serait simplement de se cacher de Rogue et de Rusa, en fait. C'est pas vraiment de voir sa famille. Donc ça a l'air quand même d'obéir aux envies et aux besoins immédiats et pas quelque chose d'inconscient. Donc voilà, enfin. Pour le coup, la théorie de la salle sur demande, elle est intéressante, mais il y a des éléments qui prouvent que c'est pas possible, quoi. Merci à tous pour vos hiboux. Donc, je pense que ça va être un épisode assez court, hein, mais comme on l'a dit au départ, c'est pratiquement qu'un résumé de ce qui s'est passé précédemment dans le tome 1, mais je pense que ça sera plus long dans l'épisode 2. Et comme on ne peut pas forcément citer tout le monde, on pense quand même à ceux qui nous taguent en story, comme Letty et compagnie, qui l'a fait récemment, ou encore Camille, qui partage sa passion d'Harry Potter avec sa fille de 9 ans, et qui nous envoyait de belles photos. Merci aussi sur Twitter à Julie, Antoine, Lane et Célia. On pense également à Hugo, qui nous a contactés. On te souhaite un bon rétablissement, et on espère que le temps passe plus vite en nous écoutant.
Et merci aussi à Chopin qui a réagi par rapport à notre récent débat sur Rogue. On y reviendra de toute façon, c'est sûr. Alors au moment où on sort cet épisode, le groupe Facebook est en ligne. Yeah! Avec un tout petit peu de retard, mais il a été mis en ligne. Pour rappel, c'est un groupe privé qu'on modère et qui vous permet d'échanger entre vous, de réagir aux émissions ou tout simplement de parler d'Harry Potter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ailleurs, vous êtes déjà assez nombreux à vous être inscrits et le groupe est assez actif pour le moment. Je sais pas si c'est parce que c'est le début, mais en tout cas, on est hyper impressionnés par le nombre de publications, les retours, vos témoignages et vous communiquez entre vous. Enfin, c'est vraiment super. Donc on peut pas réagir à tout, répondre à tout, mais sachez qu'on lit le maximum et on réagit au maximum. On est toujours là un peu dans un coin à regarder ce qui se passe. Puis c'est un bon moyen si vous avez envie de communiquer avec les autres auditeurs, en fait, tout simplement. Créer de belles amitiés. Voilà. On en profite aussi pour vous dire que grâce au vote des auditeurs, c'est-à-dire vous, on a la chance d'être nominé au Podcastéo Awards. Podcastéo, c'est une association qui promouvoit les podcasts et qui accompagne les podcasteurs, et ils organisent une cérémonie de récompense. Et on est nominé dans la première catégorie, on est très heureux, la meilleure création de podcast en 2019. Donc c'est aux auditeurs de voter en ligne. Si vous voulez nous soutenir et voter pour nous, vous trouverez le lien un peu partout sur nos réseaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, attention, vous avez jusqu'au dimanche 23 février à 23h59. C'est-à-dire qu'il y a des grandes chances que ça soit déjà trop tard quand vous écoutez le podcast. Mais si jamais, si vous l'écoutez le jour de la sortie, qu'on est encore le week-end et que le week-end n'est pas encore terminé, n'hésitez pas à voter pour nous. Et sinon, pour nous soutenir, comme toujours, il y a les petites étoiles sur l'appli de podcast, les commentaires et les recommandations Facebook. Et à chaque fois qu'un auditeur prend un peu de son temps pour le faire, ça permet à d'autres fans de nous connaître, donc c'est génial. Allez, on vous laisse pour cette semaine. On espère que ce premier épisode de la Chambre des Secrets vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 2. Rectification de dernière minute aussi. On aimerait s'excuser, on a un peu dérapé sur le nom de Florine, qui s'appelle en réalité Floriane. Non, c'est l'inverse. Floriane s'appelle Florine. Floriane s'appelle Je crois que c'est moi qui me suis trompé, mais finalement... Floriane s'appelle Florine. On est désolé pour s'être trompé sur ton prénom, on l'avait cité pour un hibou, donc voilà, un gros bisou et on s'excuse. Désolé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avertissement de Dobby. On a trop hâte de vous retrouver. À bientôt. Salut.